Voss. Soit tu nous payes 1 million de dollars, soit on tue l'otage. On sera probablement jamais amené à négocier la libération d'un otage ou à ramener à la raison des terroristes, mais on a tous été et on sera tous confrontés à des situations où les enjeux sont importants. Que ce soit la négociation d'un salaire, le développement d'un business ou simplement l'éducation de nos enfants. Si vous n'avez pas appris à négocier, il y a de fortes chances que vous rencontriez de grandes difficultés dans ces situations. Être un bon négociateur, ça ne s'improvise pas. Chris Voss, ancien responsable des négociations pour les prises d'otages pour le FBI, nous explique dans Never Split the Difference, en français ne coupez jamais la poire en deux, exactement comment gérer n'importe quelle négociation et obtenir tout ce que vous voulez. Salut à tous, c'est Seb, bienvenue sur PostDev. Cette chaîne est pour les leaders et les influenceurs de demain. On découvre exactement comment définir et atteindre le succès comme vous l'entendez. Jusqu'à encore récemment, on considérait la négociation comme une science, où le principal outil de persuasion était la logique. Si vous arriviez à convaincre logiquement le preneur d'otage ou le CEO que le prix que vous proposez pour libérer l'otage ou signer votre contrat était plus raisonné que le sien, vous aviez le plus de chances de gagner. Mais l'histoire a montré que la négociation est plutôt un art, qui est dominé par les émotions. Vous pouvez pas compter entièrement sur la raison avec un fou qui pense que c'est le Messie, ou un client dont le seul but, en apparence, est de vous saigner jusqu'au dernier centime. Sans comprendre vraiment la psychologie humaine et accepter le fait qu'on est tous des animaux irrationnels, impulsifs et guidés par nos émotions, la raison ne nous est pas d'une grande utilité. La négociation doit être abordée comme un processus de découverte. Votre but doit être de mettre en lumière le maximum d'informations possibles. La plupart des gens l'abordent comme un combat verbal, sans avoir aucune chance de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, parce qu'ils ne pensent qu'à leur objectif et leur point de vue. Si vous abordez une négociation en vous disant « je vais le convaincre par A plus B que l'offre que je lui propose est la meilleure », vous vous placez dans la meilleure position pour vous planter. Les raisons pour lesquelles la personne en face de vous ne passera pas d'accord avec vous sont souvent bien plus importantes que celles qui les feront passer cet accord. Donc l'idée, tout au long de la négociation, va être de focaliser toute votre attention sur votre interlocuteur et ce qu'il a à dire pour découvrir ce qui motive ses décisions. On appelle ça l'écoute active. Grâce à cette approche, et toutes les techniques qu'on va voir dans cette vidéo, vous allez désarmer la personne que vous avez en face de vous. Mais il faut pas voir ça comme de la manipulation. Vous devez réellement vous comporter chaleureusement avec votre interlocuteur, sourire et sincèrement chercher à comprendre ses besoins et ses motivations. C'est que comme ça que vous pourrez mettre en place une relation de confiance qui sera la base d'une négociation réussie. Pour ça, vous allez pratiquer ce que Chris Voss appelle l'empathie tactique. L'empathie, c'est la capacité à identifier le point de vue de notre interlocuteur et lui exprimer en retour qu'on l'a compris. L'empathie tactique, ça va un cran plus loin. Ça consiste à identifier le point de vue et les émotions de l'autre, mais aussi ce qu'il y a derrière ces émotions, pour vous permettre d'accroître votre influence sur la personne. Ça va permettre d'identifier les potentiels obstacles, mais aussi les clés qui vous permettront d'arriver à un accord. Tout comme un psy va laisser s'exprimer son patient pour identifier ses problèmes et utiliser ces informations pour l'influencer et lui permettre d'aller en profondeur pour résoudre ses problèmes par lui-même, les négociateurs utilisent la même méthode pour rentrer dans la tête de leurs interlocuteurs et influencer leurs émotions. Je vais vous donner 2 techniques pour appliquer l'empathie tactique. La première, c'est le miroir. Quand 2 personnes sympathisent, ce qui se passe naturellement, c'est que leur langage, le ton de leur voix et leur posture s'alignent. La technique du miroir s'inspire de ça. Elle est très simple, mais extrêmement efficace. Elle consiste à commencer par vous excuser, puis à répéter les derniers mots qu'a prononcé votre interlocuteur. Pas le ton, pas la posture, mais juste les mots. En faisant ça, vous allez naturellement le pousser à vous donner plus de détails sur ce qu'il vient de vous dire, et souvent même à se justifier et à revenir sur ce qu'il a dit. Désolé, on ne va pas pouvoir honorer notre contrat, on a eu un problème technique. Excusez-moi, un problème technique ? En fait, c'est pas vraiment un problème technique, on a eu un de nos fournisseurs qui nous a lâché au dernier moment. Pardon ? Lâché au dernier moment ? En fait, on n'a pas vraiment anticipé, on aurait dû faire plus attention. Et vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Vous voyez, quand vous utilisez le miroir, ça donne l'impression que vous participez à l'échange de manière constructive, mais tout ce que vous faites, c'est répéter les mots de l'interlocuteur. Et ça le met dans une position où il doit répondre à ses propres arguments et trouver une solution par lui-même. Par contre, faites bien attention au ton de votre voix quand vous utilisez cette technique. Il doit être posé, rassurant et doit exprimer « Excusez-moi, aidez-moi à comprendre ce que vous dites ». Une fois que vous avez utilisé un miroir, ce qui va lui donner toute sa puissance, c'est le silence que vous allez laisser derrière. Restez calme, sûr de vous, et laissez-lui le temps de faire son effet. Vous allez déterrer plein d'informations précieuses, et bien souvent plus que ce que la personne avait prévu de vous donner. La deuxième technique, c'est le label. Comme on l'a vu, une des clés de l'empathie tactique, c'est d'identifier et verbaliser les émotions de notre interlocuteur. On se met pas seulement à sa place, on identifie ses émotions, on met des mots dessus, et on lui répète très calmement et respectueusement en utilisant une formule neutre, comme on dirait que ou il semble que. C'est ça qu'on appelle un label. Labelliser, c'est un moyen de valider les émotions de l'autre et ça favorise naturellement une relation de confiance.
L'avantage du label, c'est qu'il va permettre d'atténuer les émotions négatives et renforcer les émotions positives. Par exemple, si vous constatez que la personne est énervée, le simple fait de dire « on dirait que cette situation vous énerve » peut non seulement fortement atténuer cette émotion, parce que votre interlocuteur se sentira compris, mais ça vous permettra en plus encore une fois de récupérer des informations précieuses pour la suite. Laissez encore une fois le silence faire son œuvre après votre label. Votre interlocuteur se chargera de le combler. Souvent, la meilleure option, c'est de cibler directement la dynamique négative de la situation, comme si on appuyait là où ça fait mal pour débloquer un nerf. Récemment, j'ai été contraint de faire quelque chose qui allait mettre mon client dans une situation très embarrassante, et qui lui a valu de se faire sévèrement réprimander par son boss. Le lendemain, je l'ai contacté, j'ai mis des mots sur ce qu'il devait ressentir, je lui ai dit à quel point j'avais abusé et que j'étais un enfoiré, tout en m'excusant sincèrement de l'avoir mis dans cette situation. Quelque temps plus tard, on m'a fait écho qu'il disait autour de lui que j'étais un vrai pro. C'est le pouvoir du label. Est-ce que vous avez déjà eu un démarcheur téléphonique qui vous appelle et qui essaye de vous faire rentrer dans la dynamique du oui? Est-ce que vous avez l'eau courante chez vous? Est-ce que vous avez des jours où vous êtes trop fatigué pour faire la vaisselle et qui pensent que c'est comme ça qu'ils vous feront dire oui pour acheter leur tout nouveau lave-vaisselle révolutionnaire? C'est ce que les écoles nous enseignent en cours de vente. Chris Voss nous explique au contraire qu'un oui n'a aucune valeur et met les gens sur la défensive, ce qui est forcément très mauvais pour une négociation. Ce que cherche absolument le bon négociateur, c'est à entendre non. Vous devez penser, ça a l'air contre-intuitif. Comment on peut chercher à entendre non de la personne qu'on veut convaincre? Calmement inviter un interlocuteur à dire non, ça lui donne le sentiment de contrôle sur la situation et ça le rassure. Ça veut très rarement dire « j'ai considéré toutes les options et j'ai pris une décision rationnelle ». Voyez-le plutôt comme « je ne suis pas encore prêt à accepter, je ne comprends pas ou j'ai besoin de plus d'informations pour me décider ». Un non, c'est le début de la négociation, pas la fin. Ça donne à l'autre le temps de se poser et de réfléchir calmement sur ses options. Vous faites probablement la même chose quand votre petite cousine vous demande quelque chose. Vous dites non, et ensuite vous vous sentez plus en sécurité pour écouter ce qu'elle a à dire. Plutôt que de dire « est-ce que ça vous intéresse ?», préférez plutôt quelque chose comme « est-ce que c'est une mauvaise idée ?». Le plus tôt vous entendez non dans la conversation, et le plus tard vous entendez oui, le plus il y a de chances que ce oui soit un oui ferme et décidé, plutôt qu'un oui contrefait pour vous faire disparaître. Dans votre échange, plutôt que de viser à obtenir un oui, il y a deux mots magiques qui ont le pouvoir de transformer instantanément une négociation. C'est ça. Après avoir fait preuve de suffisamment d'écoute et d'empathie tactique au cours de la négociation, et grâce aux techniques qu'on vient de voir, vous allez arriver à un moment où votre interlocuteur ne pourra pas s'empêcher de vous répondre « c'est ça ». En gros, tu as compris ce que je demandais. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez réellement avoir une influence sur lui et sur sa décision. Attention, si on vous dit « tu as raison » plutôt que « c'est ça », en général ça veut plutôt dire « laisse-moi tranquille, tu comprends rien ». Ne confondez pas les deux. La prochaine arme dans votre arsenal pour mener à bien votre négociation, c'est les questions calibrées. Une question calibrée, c'est une question ouverte qui commence par comment ou que, et qui a pour but d'inviter votre interlocuteur à trouver des solutions à vos problèmes. Comment je suis censé faire ça? Qu'est-ce qui nous a mené dans cette situation? Ou comment cette décision affecte le reste de votre équipe, par exemple? On dit qu'elles sont calibrées parce qu'elles sont justement calibrées pour répondre à un problème spécifique au cours de la négociation et la font donc évoluer rapidement dans la direction que vous souhaitez. En posant cette question, vous demandez de l'aide à votre interlocuteur, et le ton que vous utilisez doit vraiment communiquer ça pour qu'elles fassent leur effet. Comme le miroir, ce qui les rend extrêmement puissants, c'est qu'elles sont sujettes à interprétation par votre interlocuteur. Elles vous permettent d'exprimer votre désaccord sans être désagréable, et bien souvent, comme les miroirs, elles poussent l'autre personne à se justifier et trouver des réponses à ses demandes à votre place. C'est un moyen soft pour dire non et inviter la personne à développer une meilleure solution, votre solution. C'est la différence entre « vous êtes en train de me saigner de tout mon argent » et « comment je peux trouver tout cet argent ?» Vous allez vous apercevoir que très souvent, la personne répondra à cette question en vous proposant une meilleure offre ou un meilleur prix. Notez que j'ai pas dit « pourquoi je vous paierai autant ?» Pourquoi met les gens sur la défensive, alors que comment et que les ouvre au dialogue? L'autre avantage des questions calibrées, c'est qu'elles donnent l'illusion de contrôle à votre interlocuteur. Vous êtes dans une position où vous demandez de l'aide, et c'est lui qui est en position de vous l'apporter. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez attaqué, détendez-vous et posez simplement une question calibrée. Ça a le pouvoir de débloquer subtilement ce genre de situation. Enfin, pour être vraiment un négociateur qualifié, vous devez apprendre à ne pas faire de concessions sur ce qui compte vraiment pour vous. Très souvent, les prix qui vous sont proposés lors d'une vente sont relativement arbitraires. Ce que vous voulez éviter à tout prix, c'est de couper la poire en deux. La personne vous propose 150 000, vous lui proposez 75 000 en espérant lui payer 100 000 et tout le monde y gagne. En vérité, personne n'y gagne. Si tout s'est bien passé à ce stade de la négo, vous avez récupéré suffisamment d'informations pour obtenir ce que vous voulez, tout en ne lésant pas votre interlocuteur. Vous savez ce qui compte pour lui, que ce soit financièrement ou non, et vous savez bien sûr ce qui compte pour vous.
Les compromis sont souvent la plus mauvaise solution pour tout le monde. Imaginez que vous décidiez de sortir et que vous trouvez que vos chaussures noires iraient parfaitement avec votre tenue. Vous voulez absolument les porter. Mais votre copine veut absolument que vous portiez les chaussures marron qu'elle vous a offert. Est-ce que, pour que tout le monde soit content, vous allez mettre une chaussure de chaque? Ou est-ce que vous allez dire au kidnappeur, ok, tu gardes la mère et le fils, mais tu relâches le père et la fille? Ne faites pas de compromis. Peut-être que ce qui comptait vraiment pour votre copine, c'est que vous portiez le cadeau qu'elle vous a offert. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être porter vos chaussures noires, mais porter la chemise qu'elle vous a offerte. Et peut-être que sur les 150 000 que demandaient les kidnappeurs, ce qui comptait vraiment, c'était 5 000 € pour payer leurs prochaines vacances. Ne coupez jamais la poire en deux. Si vous devez vraiment négocier sur un prix, utilisez le modèle d'Ackerman. Le modèle d'Ackerman repose sur le principe classique d'offre contre offre. On vous donne un prix, vous donnez le vôtre, et vous arrivez à un prix entre les deux. Mais en fait, c'est beaucoup plus recherché que ça. Commencez par fixer votre objectif de prix. Ensuite, placez votre première offre à 65% de votre objectif. Calculez 3 augmentations dégressives, à 85, 95 puis 100%. Utilisez beaucoup d'empathie et de manière indirecte de dire non comme on a vu avant, pour que votre interlocuteur vous propose une offre plus intéressante. Quand vous calculez le résultat final, utilisez un nombre compliqué et précis. Par exemple, 37 893 € plutôt que 38 000. Ça donne l'impression que vous avez fait des calculs savants pour arriver à ce montant-là. Et enfin, lors de votre dernière offre, proposez de rajouter un élément non monétaire, qu'il refusera certainement, pour montrer que vous avez atteint votre limite. Les premiers 65% mettront la barre très basse, et ensuite le fait d'augmenter progressivement de 20, 10, puis 5% donnera l'impression à votre interlocuteur qu'il a tiré jusqu'à la dernière miette et qu'il a réussi sa négo. L'instinct naturel de beaucoup de gens dans ce genre de situation, c'est de jeter l'éponge d'entrée et partir en courant pour éviter le conflit. Mais la clé pour réussir à n'importe quoi, que ce soit devenir un bon négociateur, un bon manager, un bon mari ou une bonne mère, c'est d'être capable d'accepter le conflit et de l'aborder avec empathie. Le but de cette vidéo et de ce livre, c'est de nous faire réaliser qu'une négociation bien menée permet à deux personnes d'exprimer leur point de vue et leurs besoins, et que si vous faites preuve de suffisamment d'écoute et d'empathie pour trouver la meilleure solution, en gardant en tête qu'il n'y a rien de personnel, tout le monde y gagne. Finalement, ce que vous faites quand vous négociez, c'est pas humilier ou dépouiller les autres, mais trouver comment déceler de la valeur. C'était Seb de PostDev. Assurez-vous bien de vous procurer ce livre pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous mets un lien dans la description. Et pour les autres, faut espérer qu'il soit un jour traduit en français parce que c'est vraiment une tuerie. Je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt.